Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Anaïs, bienvenue à What Moves You. Merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que j'attends pour aborder ce sujet-là de la santé hormonale. C'est tellement un gros sujet de conversation. Je pense comme on se disait rapidement, on est en train, je pense, d'être dans une vague de mieux apprendre à se connaître en tant que femme, nos hormones, comment qu'on fonctionne. Puis je sais que moi, à travers les dernières années, j'ai fait beaucoup de cheminement, j'ai beaucoup appris à propos de ma santé, de moi-même, à travers les problèmes que moi j'ai eus. Puis j'aimerais vraiment pouvoir offrir aux gens qui écoutent aujourd'hui un point de départ pour ceux qui s'intéressent à leur santé hormonale. Puis tout simplement, les femmes qui écoutent, qui veulent mieux se comprendre, je pense que tout le monde a le droit d'avoir ça, puis souvent on a juste besoin d'être donné les bons outils. Fait que je vais commencer là, avant de vraiment rentrer dans le sujet. J'espérais que tu nous donnes une petite introduction de ton parcours, comment tu as commencé à étudier et à être intéressée dans la santé hormonale. Comme ça va nous donner un peu plus de contexte pour les gens qui ne Oui, le connaissent pas. ça marche, avec plaisir. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et aussi un grand plaisir pour moi de partager autour de ces sujets-là, de mes connaissances, mais aussi de donner en fait accès à ces informations-là, de les rendre un peu plus digestes. Mhm. Beaucoup de choses à dire. On sait que la santé hormonale, et d'ailleurs, c'est en gros, en grosse partie pourquoi c'est compliqué d'avoir des informations, ne serait-ce que via le médecin classique, c'est parce que c'est pas un sujet qui est simple. C'est un sujet Ouais. qui est, voilà, qui est multifactoriel, qui est complexe, et donc parfois, je pense que l'information qui est accessible sur le sujet, elle est soit trop complexe et trop compliquée, parce que justement on rentre dans les détails, soit beaucoup trop vulgarisée. J'essaye Mhm. d'apporter un juste milieu Ouais. sur les contenus que je propose. Donc, j'espère que c'est quelque chose que j'arriverai à retranscrire via le podcast aujourd'hui également. Mais comment je me suis intéressée à tout ça? Alors, ça remonte à il y a assez longtemps pour moi, on va dire l'intérêt au corps de manière générale Mhm. et au corps de la femme. Ça remonte assez loin dans mes études. J'ai un parcours notamment autour de la biochimie, de la génétique, où j'avais déjà un intérêt assez marqué sur ces aspects-là. Et puis également, au fur et à mesure, donc j'ai pas mal changé en termes de parcours scolaire, mais Mhm. j'ai terminé avec de la recherche autour du design, complètement Oh, différent wow. dans le monde du design. Et même en fait dans ce monde du design et dans cette catégorie, on va dire que complètement différente de la biochimie, de la Mhm. biologie, j'avais cet attrait en tout cas à la santé féminine. Un de mes projets justement de recherche était autour d'interfaces connectées, comment essayer de rendre la santé plus compréhensible, mais aussi avoir de la data sur le sujet. Donc vraiment quelque chose qui est assez ancré, on va dire, en moi depuis longtemps. Et en parallèle de ça, je suis athlète. J'ai découvert en 2015, quand c'était pas encore à la mode, même un peu avant 2014, le CrossFit. Ouais. Et je me suis lancée vraiment assez sérieusement dans le sujet. Et c'est vrai, quand on commence à creuser sur la performance féminine de manière générale, ou la performance bah, du coup, en tant que femme, parce que je suis une femme, on se rend vite compte qu'il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Non. Et encore moins, il y a presque maintenant 13 ou 14 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai voulu apprendre, en fait. J'ai commencé par ça. C'est vraiment ce déclic en tant qu'athlète. J'étais déjà active sur les réseaux. J'avais déjà un compte qui marchait plutôt bien à l'époque sur le fitness et la nutrition. Mais j'étais pas formée. Et même si je connaissais beaucoup de choses, ça me manquait. J'avais besoin effectivement de comprendre un peu plus. Donc j'ai commencé par ça, nutrition et nutrition sportive de manière générale. OK. Comment effectivement en tant qu'athlète, ou comment on peut appeler les athlètes, ou comment en tant qu'athlète on peut effectivement manger correctement ou de manière plus adaptée pour la performance en fait de manière générale. Et ça m'a passionnée. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. J'avais toujours un job corporate à côté, mais je faisais ça à côté. Et face à ça, justement, j'ai voulu creuser le côté féminin de par le manque d'informations qu'on avait. Je voulais Ouais. partager. En fait, plus j'en découvrais, plus je voulais partager parce que bon, déjà j'étais un petit peu
choquée du manque de recherche autour des femmes et puis Mhm. du manque d'accessibilité autour des informations, tout simplement, dans la performance sportive et féminine spécifiquement. Et j'ai vraiment eu, en fait, ce déclic de me dire, OK, la performance, c'est une chose, mais il y a une énorme différence entre ce qu'on appelle la longévité, ou ce qu'on appelle bien vieillir, et la performance en tant que telle. Mhm. On va pas faire les mêmes choses quand on est athlète de haut niveau et qu'on a un objectif de performance par rapport à un objectif de bien vivre, mieux vivre. C'est complètement différent. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué et intéressée. Donc, j'ai creusé en fait vers là au fur et à mesure et donc appris autour de ce qu'on appelle par exemple la nutrition fonctionnelle, donc toute Mhm. cette branche de la médecine nutrition fonctionnelle qui m'a vraiment passionnée. Je suis devenue thérapeute nutritionnelle à cette époque-là. Et plus j'apprenais, plus la complexité en fait de l'approche autour des femmes m'intéressait. Euh, on se rend vite compte quand on étudie la nutrition que les choses ont été étudiées et Mhm. aussi sont toujours étudiées d'ailleurs, mais du coup pensées autour des hommes. Et du coup, ça, c'est quelque chose dont je voulais absolument m'inscrire dans une démarche autour de ça. Je voulais pas faire de recherche, je voulais pas retourner en sciences. Donc, Mhm. ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de travailler du coup sur de l'éducation Ouais. et partager sur les réseaux le plus possible, même si je suis pas la personne la plus active aujourd'hui. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, en fait, de fil en aiguille, je me suis formée autour de la santé hormonale de manière générale, de l'endocrinologie, santé féminine spécifiquement. Et voilà, fait des internats. J'ai la chance de vivre aux États-Unis depuis du coup 2016. Et quand je dis la chance, attention, on n'est pas sur le côté politique là, parce qu'il y aurait beaucoup à redire, mais d'un point de vue apprentissage. Ouais. Ils sont extrêmement en avance sur, et voilà, le côté nord-américain, t'es bien placé pour savoir aussi, extrêmement en avance sur les questions autour de la nutrition, autour des hormones, autour Ouais. des thérapies qui sont, on va dire, holistiques, autour de l'approche Mhm. fonctionnelle. Et donc, j'ai vraiment pu rentrer, en fait, dans ce milieu-là très, très rapidement parce que j'étais immergée. Je suis en Californie. C'est vraiment, voilà, cette côte ouest où il y a toutes ces pratiques et tous ces praticiens Ouais. qui sont présents. Et voilà, j'ai pu m'immerger, apprendre, faire de l'internat et commencer à me former le plus au plus autour de ces questions-là. Voilà comment ça a commencé pour faire Ah, long. c'est super. Mais non, mais je comprends absolument. Puis en fait, j'ai habité aux États-Unis pendant 13 ans, moi aussi. Fait que je comprends complètement. Niveau santé, on parle pas de la même chose. Euh, mais c'est toujours fascinant. Fait à la base, vraiment, l'élément déclencheur pour toi a été la nutrition, right? C'est vraiment ça qui t'a donné la piqûre. Puis en Mhm, fait, c'est ça qui m'a au début appelé à ton contenu, toi comme personne, pour avoir cette conversation-là, parce que moi, ça a plus été des problèmes intestinaux que hormonaux jusqu'à présent, mais j'ai vraiment découvert pour la première fois bon, je vais le dire en anglais, là, mais le healing power of food. C'est mhm, vraiment fou et incroyable qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir à travers ça. Puis ça, c'est peut-être une conversation pour une autre fois, mais je trouve ça vraiment super que c'est le groundwork de ce que tu fais en grande partie. Il y a plusieurs d'autres facteurs, mais c'est vraiment ça qui m'a appelé là-dedans. Puis j'aimerais peut-être commencer avec un sujet plutôt large, mais je pense qu'on va pouvoir le refiner le plus qu'on avance. Mais c'est devenu un buzzword, je pense, de comprendre puis d'apprendre que nos hormones sont débalancées. Right? On mhm, entend souvent parler de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis c'est quoi les signes qu'on peut voir dans nous-mêmes pour se dire, OK, j'ai vraiment un problème, j'ai vraiment des hormones débalancées versus juste le clickbait, le buzz qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux souvent qui inventent des problèmes qui sont pas nécessairement tout le temps mhm, vrais et là. mhm. C'est un super point, notamment et je pense qu'on en parlera aussi un peu plus tard, mais cette mode autour du cycle synchronizing, cycle Mhm. sync, qui, voilà, boomé, entre guillemets. C'est un truc qui m'a, d'ailleurs, j'ai un peu eu à faire, pas un deuil, mais presque dans ma pratique, du moment où j'étais, voilà, j'ai commencé autour de la santé hormonale où on n'en parlait pas, et où on est passé à quelque chose où c'est devenu effectivement un petit peu un sujet à la mode, où je me suis dit, waouh, ça y est, c'est génial. Pas que d'ailleurs pour mon business, parce que je pense que j'en ai pas assez profité à ce moment-là, justement. Parmi ceux qui étaient les premiers, j'aurais dû justement être un peu plus active. Mais plutôt, je me disais, c'est génial d'un point de vue
sociétal, en fait, que ça y est, c'est bon, on en parle. Et en fait, j'ai déchanté parce que c'est passé du côté où j'étais super, justement, je me disais, ça y est, j'avais plein de hope, tu vois, je me disais, ça y est, c'est Mhm. parti, on est sur la bonne lancée. Et le côté un peu qui redescend où tu dis, ah, ok, mais maintenant on est en train de créer d'autres, en fait, dérives presque. Ouais. Et ça, ouais, c'est un bon. J'aime beaucoup que tu abordes ça. Je pense que aujourd'hui, malheureusement, on essaye de nous vendre beaucoup de choses sur les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon approche, je fais très peu de produits, je mets très peu en avant de marques parce que j'ai cette. Je veux absolument pas qu'on me catégorise justement dans ces catégories-là de personnes qui Ouais. essayent, tu vois, de t'attraper pour vendre quelque chose derrière. Mais t'as tout à fait raison. On parle souvent, en fait, on t'approche par des problèmes. Et ces problèmes-là, on ne va pas les approcher en étant objectif et en t'expliquant, OK, voilà ce qui se passe clairement. On va plutôt effectivement tourner un peu autour du pot, par exemple, en disant ces fameuses photos comparant le visage un peu rond et un Mhm. visage, tu vois, plus fin, et en disant, oh, ça c'était moi quand j'avais du cortisol dérégulé. Sauf que ces photos, elles ont été prises quand ces influenceuses, elles avaient 20 ans, versus aujourd'hui, elles en ont 30 ou 35. Moi aussi, hein, si tu prends une photo de moi à 20 ans, j'avais un visage bien plus rond, c'est normal. Notre visage s'affine quand on vieillit. Et ça, c'est ce côté-là ultra dérangeant à mon sens, c'est que c'est pas, oui, ok, t'avais un visage plus rond, t'étais un peu plus rempli au niveau du visage, ça veut pas dire que t'avais des problèmes de cortisol quand t'avais 18-20 ans. Au Mhm. contraire, en général, d'ailleurs, quand on parle du fameux cortisol, on a bien plus souvent des problèmes de cortisol quand on vieillit, justement. OK. Mais bref, ça, c'est un aparté. Effectivement, alors, ce que j'aime bien replacer comme contexte, c'est que oui, on est beaucoup à avoir des déséquilibres hormonaux et que ça, c'est pas vraiment une mode, entre guillemets, c'est pas non plus une nouveauté. Et c'est associé à tout un tas de choses dans notre environnement. Et ça, souvent, je l'ancre dans la nutrition, justement. Le fait qu'on mange pas de manière adaptée, le fait qu'on ne mange pas dans un contexte adapté. Donc, on mange stressé, on scrolle pendant qu'on mange, ou on a la télé derrière nous, devant nous. On est constamment, en fait, dans un état de stress où on n'est pas Mhm. capable, par exemple, sans te parler de tes problèmes digestifs, ça c'est un vrai point, le lien entre les hormones et la digestion, mais on n'est pas capable en fait aujourd'hui de digérer correctement, de produire des hormones correctement, parce que l'état dans lequel on est, que ce soit le contexte ou ce qu'on mange ou ce qu'on consomme comme contenu ou comme on dort ou comment ça ne va pas nous aider entre Ouais. guillemets de manière générale sur notre santé, mais du coup sur nos hormones. Donc oui, c'est vrai, on est dans une société, entre guillemets, où on va voir grandir, pas naître, parce que ça existe depuis toujours, Mhm. les déséquilibres hormonaux, mais où on va aller voir empirer de par tout un tas de contextes, effectivement. Donc ça, c'est réel, si on veut effectivement préciser, voilà, c'est pas le côté à la mode, c'est réel. On voit de plus en plus effectivement de symptômes autour des SPM, on voit aussi beaucoup d'aménorrhées, on voit de plus en plus de cas d'endométriose, de plus en plus de cas de SOPK. C'est des choses qui sont connues, on a des chiffres autour de Mhm. ça, et effectivement, c'est en augmentation. Euh, Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des hormones pardon, en bonne santé ou d'avoir... Qu'est-ce que c'est qu'une santé hormonale optimale, entre guillemets? En fait, il faut regarder les symptômes. Et quand on dit symptômes, tu vois, on va sortir des clichés des réseaux, justement, mais on va regarder tout simplement comment est-ce que ça se passe dans notre vie quotidienne autour de notre cycle. Et quand je parle de cycle, évidemment, on parle d'une personne qui, du coup, est cyclée, qui a des règles et qui ne prend pas de contraception hormonale, parce que ça va changer effectivement la manière Mhm. dont on perçoit le cycle. Les règles ne vont pas être des règles, mais effectivement des saignements Ouais. causés par la pilule. Mais voilà, dans le cadre d'un cycle naturel, on va regarder en fait les symptômes autour du cycle. Est-ce que j'ai un cycle régulier? Est-ce que j'ai un cycle fonctionnel? Donc justement, est-ce que j'ai bien des ovulations? J'ai bien des règles? Est-ce que mon cycle est régulier? C'est-à-dire que j'ai un cycle tous les X jours et ça reste plus ou moins changé à 2, 3 jours près. Est-ce que j'ai un cycle qui est pas trop court, qui est pas trop long? Souvent, j'ai d'ailleurs cette question, on me dit, ah là là, j'ai un cycle de 26 jours, c'est super court. Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas pile à 28 jours voilà, on n'est pas pile autour d'un modèle. Le modèle, il a été créé pour expliquer les phases, notamment
il faut une ligne médiane, mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas pied l'aventure, il y a quelque chose d'anormal. Effectivement, est-ce que mon cycle n'est pas trop court, pas trop long? Est-ce que mon flux est normal? Et quand on dit normal, effectivement, est-ce que j'ai besoin de changer de tampon, de protection hygiénique plus que toutes les 2 heures? Là, du coup, c'est problématique. Est-ce que je saigne à travers mes protections hygiéniques? Est-ce que j'ai des symptômes autour de mon cycle avant, ces fameux SPM qui sont pas normaux? Ça, c'est un vrai point parce c'est génial qu'on ait cette ouverture autour du sujet SPM. C'est vrai qu'on en parle plus et c'est important. Mais c'est aussi important de préciser que c'est pas normal d'avoir des SPM. Des petites variations, c'est ok, mais être handicapé avant ses règles, avoir mal, avoir des troubles de l'humeur, avoir des changements drastiques au niveau de la digestion, avoir de l'acné, ces choses-là sont pas normales. Et les symptômes pendant les règles. Est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai des caillots qui sont importants? Est-ce que mon humeur change? Vraiment, on veut avoir effectivement un œil sur tout ça, traquer, noter ses symptômes pour savoir ce qui se passe et avoir une idée. Mais tout ce qui va être autour des émotions, de la gestion du stress, de l'énergie, est-ce que mon énergie est stable, ma libido aussi, est-ce que j'ai une bonne libido, est-ce que j'ai un bon équilibre de ce côté-là. Ça, c'est vraiment des signes qui sont, voilà, que notre corps, entre guillemets, nous envoie s'il y a un déséquilibre, ces signes-là vont être présents, effectivement. Donc ça concerne vraiment tout un panel de symptômes, que ce soit la récupération, le sommeil, l'énergie, ces symptômes autour des règles, pendant les règles, ce genre de choses. Ouais, puis ça m'amène à, je pense que là, tu viens de très bien, genre, mettre l'image en place. J'ai deux questions qui me viennent en tête, justement, comme suite à ça. La première, c'est, on entend souvent, puis je suis la première à pas pousser ça, mais de encourager les gens à, s'ils sont curieuses, d'aller regarder les tests hormonaux qu'on peut faire. Ok, moi, je trouve ça un peu, tu peux pouvoir me donner ton opinion là-dessus, mais au Canada, quand tu vas à un médecin traditionnel, conventionnel, puis que tu lui parles de ton cycle hormonal, que tu as des problèmes, que tu as des inquiétudes, souvent, la première réponse va être, ben, est-ce que tu aimerais avoir la pilule contraceptive? Right. Fait que ça, c'est la chose numéro un, c'est l'affaire que j'entends le plus souvent des filles qui m'écrivent, ils disent, hey, j'ai ça, puis quand je vais voir mon médecin, c'est ça qu'ils me disent. Puis quand ils sont capables d'avoir un test pour aller, justement, voir leur niveau d'hormones, ça ressemble à quoi? On voit souvent, tu sais, ils vont faire une prise de sang avec tes taux d'hormones à une fois dans le mois. Puis, intuitivement, quand tu le sais que c'est un cycle normal, que tes taux d'hormones sont supposés varier, intuitivement, pour moi, c'est un peu dur de comprendre comment on peut bien juger si leurs hormones sont à un bon niveau sur une prise de sang sur leur cycle de, on va dire, 28 jours. Je sais également qu'il y a des tests sur le marché que tu peux faire. Je pense que ça s'appelle le Dutch Test, où ils vont vraiment faire un panel au complet sur le mois de tes hormones au complet. Plus loin que ça, là, je sais pas les détails. Mais où j'aimerais en venir avec ça, c'est à quel moment que tu suggérais, toi, dans ta pratique et les gens que tu vois, d'aller consulter, et est-ce que tu penses que les tests qu'on fait de manière plus conventionnelle sont suffisants ou on devrait essayer d'aller pousser plus loin pour avoir plus de réponses concrètes? Ouais. Super question. Alors, j'encourage à consulter clairement dès qu'on se rend compte qu'on a des symptômes présents. Hyper important aussi de travailler. Alors, on parle des médecins. C'est très important d'avoir je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais quand c'est possible, d'avoir une équipe. Entre guillemets, on appelle ça l'équipe médicale ou l'équipe, tu vois, de praticiens, parce que ils savent pas tout, c'est normal. Là, un gynéco, c'est pas la même chose qu'un médecin généraliste, qu'un endocrinologue, qu'une personne comme moi, nutritionniste autour des questions des hormones. Bref, il y a effectivement besoin parfois de plusieurs personnes. Mais s'il y a des symptômes d'un point de vue cycle et d'un point de vue hormonal de manière générale, parce que là, j'ai parlé un peu plus du cycle juste avant, mais ça peut être des problèmes d'un point de vue thyroïde, par exemple. Enfin, voilà, les hormones, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la catégorie. Mais s'il y a des symptômes, effectivement, consulter. Que ce soit le gynéco, le médecin généraliste, pour le premier accès, effectivement, de soins. D'abord parce qu'on veut vérifier que d'un point de vue physique, les choses aillent bien.
En général, la première chose qui va être faite, effectivement, auscultation, on va vérifier si on va voir un gynéco, par exemple, on va vérifier que d'un point de vue pelvien, les choses se passent bien. C'est pas toujours le cas. Des fois, il faut un peu insister, mais ça, je vous encourage vraiment s'il y a des symptômes de type douleur, s'il y a des symptômes vraiment qui peuvent faire penser, par exemple, à une endométriose ou un SOPK, vraiment, allez-y, pousser pousser les tests et pousser les échographies, pousser les différents moyens d'aller vérifier. Diagnostic, c'est le mot que je cherchais. Mhm. Parce qu'on veut effectivement avoir un diagnostic de posé. On sait que c'est d'ailleurs, ça m'irrite à chaque fois que je parle de cet exemple, mais il faut une femme entre 7 à 10 ans après le démarrage des symptômes pour être diagnostiquée avec une endométriose. Et ça, c'est lamentable parce que ça a des conséquences qui sont énormes sur la santé de Mhm. manière générale, mais aussi sur la santé mentale. Ouais. Et pareil sur le SOPK d'ailleurs, dont on vulgarise beaucoup, que les médecins comprennent très mal malheureusement, et qui va pendant des années sans être diagnostiqué et qui peut poser des conséquences assez graves, Je veux notamment sur le juste métabolisme, t'interrompre etc. rapidement pour ceux qui savent pas la terminologie. Est-ce que le S, là, je vais dire ça mal, là. Est-ce que c'est PCOS Oui, l'équivalent? Ok, c'est oui, bon. exactement. PCOS, SOPK, la même chose, syndrome des ovaires polykystiques. Mais bref, ça c'était une petite aparté. Mais du coup, je vous encourage à aller vraiment, dès l'apparition des symptômes, entre guillemets, ou dès quelque chose qui semble anormal, d'aller consulter, en plus de vos bilans annuels classiques. Euh, pour la question, est-ce que les tests qu'on nous propose sont suffisants? Non, jamais. C'est très rare. Alors, c'est un petit peu différent en fonction des pays, bien sûr, en fonction des différents systèmes de santé. Pour le coup, le Canada et la France sont assez similaires sur ce domaine-là, où on va, puisque justement on a un système de santé qui prend en charge Mhm. les différents médecins et différents voilà, tests qu'on nous demande, on va avoir une tendance à en faire le moins possible. Euh, et c'est problématique parce que souvent, on va faire des tests qui sont très, très basiques. Donc, en plus d'avoir, par exemple, la difficulté, j'ai des clientes qui littéralement doivent se battre, changer de médecin. On sait à quel point c'est compliqué d'ailleurs pour essayer d'avoir même les tests basiques. Malheureusement, en plus de ça, une fois qu'ils sont potentiellement prescrits, il y a des médecins très bien et des gynécologues très bien qui vont prescrire les tests. Mais malheureusement, ils sont souvent limités. Un Mhm. exemple que je prends souvent, c'est qu'on va tester, par exemple, quand il y a des symptômes autour de la thyroïde, on va tester la TSH, mais on va pas tester la T4 et la T3, et on peut avoir une TSH complètement normale et avoir ce qu'on appelle une hypothyroïdie clinique, par exemple. C'est pas suffisant. Donc, effectivement, il y a souvent un manque de ce qu'on va vérifier et regarder. Il y a aussi un souci d'un point de vue test, des types de tests qu'on propose, puisque souvent, encore une fois, ça va être du basique, mais on va aussi pas forcément les tester au bon moment. Et ça aussi, Mhm. c'est ce que tu as un petit peu touché ce sujet-là en disant, ouais, est-ce qu'on peut vraiment savoir parce que nos hormones fluctuent, etc. Justement, il y a des moments spécifiques au niveau du cycle quand on veut tester les hormones et les types d'hormones en fonction de ce qu'on veut tester, de pourquoi on veut le tester. On va tester plus dans une phase lutéale, on va tester plutôt en début de phase folliculaire autour du jour 7. Donc, c'est des choses qui vont varier et on a besoin d'avoir effectivement un praticien qui sait ce qu'il fait là-dessus et qui teste au bon moment. Parce que ça peut complètement fausser, ou en tout cas, ça peut Mhm. ne pas donner les bonnes informations. Donc ça, c'est vrai que c'est pas souvent, pas toujours adapté, mais c'est un bon début. Souvent, un médecin va prescrire les premiers bilans, et s'il y a quelque chose de très sérieux, on va s'en rendre compte assez rapidement. Ouais. Donc ça, c'est voilà, c'est quand même le premier accès. J'encourage aussi beaucoup les femmes, en fait, à savoir, à avoir de l'éducation avant d'arriver chez le médecin pour commencer déjà un peu advocate, Mhm. pousser ce qu'on veut, en fait, faire tester parce que si vous avez un peu plus de clés en main, alors parfois, ça peut être un peu le côté inverse où le médecin est un peu frileux, mais souvent quand même, si vous avez une bonne idée et que vous arrivez à pousser en disant, ouais, quand même, j'ai ces symptômes-là, etc. Ça me fait penser à, j'en sais rien, moi, un problème au niveau de la thyroïde. Ça peut aider vraiment à avoir un bilan plus poussé quand même. Mhm. Et derrière ça, oui, il y a des tests qui sont bien plus intéressants. Alors, ne serait-ce qu'en commençant via le médecin et les laboratoires classiques, moi, ce que je fais souvent, c'est ça avec mes clientes, hein, c'est que la première étape, c'est moi qui leur donne la liste. Donc, je leur donne la liste de ce que je veux faire, de quand je veux qu'elles le fassent faire, et elles vont voir leur médecin, elles expliquent effectivement, et en général, ça se passe très bien.
J'ai des médecins qui veulent me parler, ce que je trouve génial. Donc, du coup, effectivement, on a la chance d'échanger. C'est rare en France et c'est rare au Canada parce qu'ils n'ont pas le temps. On est vraiment Ouais, dans un système ultra compliqué pour les médecins pour le coup. On a tendance à un peu leur jeter la faute, mais c'est le c'est pas de système leur faute. qui est un peu cassé. Mais typiquement, j'ai beaucoup cette expérience justement avec des médecins belges, beaucoup et suisses également parce qu'ils ont plus le temps. Mhm. Donc médecin gynéco voilà, qui demande à discuter. Ou sinon, je fais des lettres. Ça arrive aussi que les médecins ont juste besoin de voir que voilà, je sais de quoi je parle, je leur explique pourquoi on le fait et tout se passe bien. Donc ça, c'est la première étape. Si on a les bons tests déjà, sur des tests qui sont remboursés, et si on a le bon moment pour les faire, c'est quand même c'est comme un bon début. Par contre, effectivement, comme tu le disais, il y a des tests qui sont plus intéressants, plus poussés. Le Dutch test, c'est un très bon exemple. C'est vraiment une des références. Je travaille avec eux depuis des années. C'est un test, effectivement, qui va permettre, notamment d'urine, qui va permettre une vision, en fait, complète du métabolisme hormonal. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste savoir ce qui se passe, effectivement, à un instant T, déjà, ça c'est important, mais c'est aussi comprendre les différents métabolites, par exemple. Quand on parle des oestrogènes, on parle pas juste des oestrogènes, on parle aussi des métabolites. Ça, c'est quelque chose qui est important pour comprendre, en fait. C'est pas juste, OK, combien tu produis d'oestradiol, par exemple, mais c'est comment on les élimine, comment est-ce qu'ils sont transformés, est-ce que leur transformation, elle est favorable ou elle est plutôt toxique. Voilà, il y a des choses qui sont effectivement importantes à comprendre, en fait, dans la granularité. Et ça va effectivement aller assez loin, où on va tester la mélatonine, on va pousser aussi autour du cortisol, Mhm. euh, les androgènes, la dopamine, la sérotonine, bref, c'est effectivement un test qui est très complet. Il y a plusieurs entre guillemets, versions de ce test-là, mais on Mhm. l'utilise beaucoup en médecine fonctionnelle et en thérapie nutritionnelle. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a des tests effectivement sur le marché qui sont intéressants. Malheureusement, ils sont payants et ils sont pas Ouais. remboursables. Non, puis je pense que c'est super utile. Puis la raison que je partage ça surtout, c'est parce que je trouve que des fois, quand on se retrouve que t'es la personne qui a les symptômes, qui a de la difficulté justement à se lever le matin, t'as des douleurs, juste de savoir qu'il y a des ressources qui sont accessibles, même quand la première porte n'a pas, tu sais, t'as pas eu de résultat de ce côté-là. Je trouve ça important de partager et de dire aux gens que ça existe, qu'il y a des ressources, il y a des prochaines étapes à faire, parce que je pense que souvent on se retrouve dans un cycle qu'on pense que oh, tu sais j'ai tout essayé, je suis frustrée, mon médecin me Mm. croit pas, je me fais dire des choses, puis ça peut être Mhm. vraiment frustrant d'être dans ce cycle-là. Fait que si vous écoutez, puis c'est vous, ben vous avez des options, quitte à trouver la bonne personne pour tu sais vous guider là-dedans. Puis Mm. où que je voulais m'en venir maintenant qu'on a touché plus sur l'aspect, le test, peut-être le point de départ pour quelqu'un qui est à la maison, qui trouve soit que ses symptômes sont peut-être pas assez sévères pour aller consulter, mais Ouais. qu'ils voient que ils sont peut-être pas rendus à un point optimal avec leur santé hormonale ou qui ont eu des mauvaises expériences avec leur médecin, qui préfèrent Mm. le faire solo. C'est quoi les Ouais. étapes que quelqu'un peut commencer dès demain matin pour apprendre à connaître son cycle, à voir peut-être sont où les problèmes, puis les choses qui peuvent se faire eux-mêmes finalement pour se sentir mieux au quotidien. C'est une bonne question. Je pense que pour commencer, effectivement, il faut comprendre son cycle. C'est vraiment la base de la base. Et quand je dis comprendre son cycle, c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon cycle, en fait? Parce que c'est un truc dont on ne nous éduque pas. On va avoir des règles pendant un sacré paquet d'années. Ouais. Et pourtant, on n'est pas éduqué du tout sur le sujet. Non. Voilà, à part le basique où on sait, bon, ok, à un moment donné, je vais avoir la puberté. Et puis après, bon, peut-être, du coup, j'aurai un enfant. Et puis, bah, après, bon, ménopause. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on sait. Il y a beaucoup de choses entre tout ça qui s'opèrent. Et comprendre, en fait, comment son cycle fonctionne, c'est primordial pour justement comprendre où est-ce qu'il peut y avoir potentiellement un déséquilibre et où est-ce que potentiellement on peut améliorer les choses. Donc, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Que ce soit en allant chercher des ressources sur Internet, que ce soit en écoutant des podcasts, que ce soit, j'ai un livre d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle Le cycle naturel qui permet effectivement de, voilà, d'approcher sa santé hormonale et de comprendre son cycle de manière simple, je l'espère, en tout cas assez Mhm. simple, mais surtout en fait comment on en prend soin de manière naturelle. Ce qu'il y a, c'est bien de le comprendre, mais derrière effectivement où est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais. Donc ça peut être un bon point de départ si vous avez vraiment jamais mis
le nez là-dedans, entre guillemets. Mhm. Le livre que j'ai créé sur le sujet, effectivement, permet ce premier accès et puis d'aller plus loin, du coup, après derrière. Je pense que identifier du coup son cycle, donc apprendre comment il fonctionne et observer son cycle, donc traquer. C'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de femmes qui se rendent pas compte en fait quand on démarre un suivi ensemble et que je les fais traquer leurs symptômes, qui se rendent pas compte du nombre de choses qu'on peut savoir via l'observation du cycle. Bien plus que ce qu'on pourrait aller faire dans les analyses, parce qu'effectivement, les analyses, ça reste limité. Mais Mhm. on peut avoir beaucoup d'informations sur les déséquilibres présents, sur les choses à mettre en place, juste en observant ce cycle. On peut aussi, en fait, mieux vivre. Parce que de manière générale, si je sais que du jour 1, donc quand mes règles commencent, jusqu'à un jour 15, je suis au top de ma forme, j'ai énormément de créativité, parce que j'ai noté ça sur les différents mois où j'ai traqué, j'ai vu que, ah ouais, là j'ai vachement d'énergie, là j'arrive beaucoup à me concentrer, là je suis super créative. Bah, du coup, je vais essayer de, au lieu de me, comme on dit, set up for success, donc Mhm. au lieu de me set up for failure, je vais vraiment me positionner dans ces cycles naturels en fait qui sont réels, qui sont des cycles Mhm. que on vit au quotidien, bah, je vais essayer de matcher entre guillemets. Donc c'est la partie du single synchronizing que je rejoins, mais je vais essayer effectivement, une fois que je commence à traquer, de comprendre quand est-ce que les choses vont être le plus optimales pour telle ou telle activité, telle ou telle partie dans mon travail, et ça nous rend plus productifs, ça nous rend plus créatifs, ça nous rend aussi beaucoup plus alignés. Mhm. On a cette tendance à, dans une société patriarcale productive, où on va à contre-courant. On est vraiment à contre-flow, on continue. C'est-à-dire que, voilà, go, peu importe comment tu te sens, peu importe comment ton corps se sent. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est drastique, le changement que ça peut avoir quand on commence justement à suivre son cycle et à le comprendre et qu'on ajuste les choses autour de ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Observer son cycle, les symptômes qu'on observe, comment ça fonctionne. De la même manière, bah voilà, s'il y a une semaine dans le mois où je me sens moche, triste, voilà, voilà, pas du tout à mon avantage, est-ce que ça va être la semaine où je vais faire une date night, où je vais faire un photoshoot, ou bah non, du coup, j'arrive effectivement aussi à améliorer en fait mon quotidien en faisant ça parce que tu te sens mieux quand tu fais des choses qui sont alignées, en fait, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'étape numéro un, comprendre son cycle et ensuite le traquer. Et travailler sur sa nutrition, ça serait probablement le point numéro 2. Travailler sur la nutrition, ça veut dire quoi? Alors, faut savoir effectivement, l'alimentation, c'est votre premier levier pour réguler les hormones. C'est là où ça commence, notamment via la gestion de la glycémie et via l'inflammation. Gestion de l'inflammation, pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement privilégier les aliments entiers. On mange ce que notre grand-mère aurait été capable de reconnaître. Pas Mhm. les trucs qui sont manufacturés, que si on lui avait montré, elle nous aurait dit qu'est-ce que c'est ce truc. On mange, alors surtout aux États-Unis, ça parle un peu plus, mais la manière dont les magasins sont faits aux The États-Unis, North perimeter, America, yes. voilà, on reste autour du magasin, on rentre pas au milieu, là où tout est sur les étagères et tout est manufacturé. Mais en fait, c'est vraiment l'étape numéro un, manger le plus simple, entier possible. Beaucoup de légumes pour avoir suffisamment de fibres, notamment pour la détoxification des oestrogènes. On vit dans une période où la dominance en oestrogène est devenue un des problèmes que je rencontre numéro un chez mes clientes. Et ça s'explique pour tout un tas de raisons, mais notamment parce qu'on mange pas assez de fibres et qu'on est exposé à beaucoup trop de perturbateurs endocriniens également. Donc, on fait attention à manger bio, surtout aux États-Unis, au Canada, enfin North America, d'autant plus qu'en Europe. Mais on fait attention à la qualité de son alimentation, la qualité de son eau, on boit de l'eau filtrée, on mange effectivement, je disais, beaucoup de légumes, suffisamment de protéines, beaucoup d'aliments gras, sains, avocat, huile de lin, huile d'olive, poisson gras comme le saumon par exemple. Et ça, c'est vraiment l'étape la plus importante, l'étape numéro un, l'étape qui aura le plus d'effet. C'est cette approche-là de l'alimentation entière, la plus entière et simple possible, en fait. C'est vraiment, voilà, éviter le sucre de manière générale, tout ce qui est sucre transformé, éviter tout ce qui est céréales transformées et tous les produits manufacturés. Enfin, manufacturés, transformés, pardon. Je pense que c'est vraiment, on s'en rend pas compte, hein, mais ça change énormément de choses. Euh, Ça pourrait être les deux grandes étapes. Il y a beaucoup d'autres éléments, réguler son stress, réguler son système nerveux, même mettre l'accent sur son sommeil,
travailler sur la détoxification du foie pour réduire les toxines aussi et améliorer l'élimination notamment des oestrogènes. Pareil, j'ai un guide sur le sujet qui est, lui, gratuit si jamais ça intéresse les auditeurs. Mais voilà, il y a vraiment, c'est vraiment revenir en fait au plus simple et à faire en fait notre corps a les réponses vraiment. Ouais. Il y a rien il y a rien voilà, qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est vraiment nos habitudes à changer. Mais notre corps a les éléments de réponse déjà. Il sait détoxifier, il sait produire les bonnes hormones, il sait gérer la glycémie. Si on lui apporte ce qu'il faut, il sait faire. Il n'est pas Mhm. cassé. J'ai tellement de choses à dire. Je vais commencer avec la première. Je pense que qu'est-ce que j'aime tellement de qu'est-ce que tu viens de dire, c'est qu'à la base, c'est rien de compliqué, right? C'est pas, puis je veux pas dire compliqué dans le sens que c'est facile, mais c'est pas Oui, compliqué dans le sens que c'est vraiment le plus simplement de revenir à la base puis de comprendre que le pace à laquelle on vit notre vie en ce moment, que c'est pas parce que notre corps est pas capable, c'est pas parce que notre tête est pas capable, c'est pas parce qu'en tant que femme on n'est pas capable, mais que notre corps a été créé juste pour vivre sur un différent cycle. Puis honnêtement, j'ai vraiment appris beaucoup à ce sujet dans mm, les derniers mois, puis par expérience, de essayer le plus possible, tu sais, au point que c'est réaliste, là, la vie continue, puis tu peux pas tout le temps gérer ton mhm, horaire en fonction, mais le plus possible que tu es capable, puis de pas de taper sa tête quand t'es plus fatigué, justement, ou que t'es pas capable de pousser ta journée de 10 heures, ou peu, peu importe c'est quoi, mhm. je pense que t'amènes tellement un bon point que c'est pas facile, mais que c'est pas compliqué. Euh, Exactement. puis je voulais vraiment rentrer plutôt dans les détails de toutes les choses là, que tu viens de dire. Euh, En commençant avec la dominance de l'estrogène, ça ressemble à quoi? Je sais que c'est souvent en lien avec l'endométriose que tu peux Mhm. avoir ces symptômes-là qui se développent avec le temps, mais quelqu'un qui est à la maison qui n'a jamais entendu parler de ça, comment ça peut se manifester dans ton corps? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on voit vraiment, c'est un des déséquilibres les plus courants chez les femmes. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne veut pas forcément dire qu'on a trop d'œstrogènes de manière absolue. C'est-à-dire qu'on peut produire un nombre d'œstrogènes complètement normal. Ok. Donc, souvent, c'est d'ailleurs ça qui est assez aussi mal compris, c'est que on va regarder les bilans classiques, on va regarder, OK, quand ces œstrogènes, ils sont normaux, c'est bon, c'est fini. C'est Ouais. pas que ça. C'est aussi, effectivement, on parle de dominance en oestrogène quand il y a un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Donc, c'est pas forcément un excès absolu, c'est aussi un excès relatif. Euh, donc ça, c'est important déjà. Donc, c'est quand, effectivement, les oestrogènes sont trop élevés par rapport à la progestérone, soit parce que il y a justement un déséquilibre, soit parce que la progestérone est trop basse, même si les oestrogènes sont normaux, si elle est vraiment très basse, on va avoir un déséquilibre. Ça peut être parce que les oestrogènes, et c'est souvent le cas, sont pas bien éliminés, que ce soit par le foie, par les intestins. C'est pour ça qu'on veut vraiment effectivement avoir une digestion optimale pour avoir des hormones optimales et on veut avoir un foie qui fonctionne de manière optimale, une détoxification optimale pour avoir des hormones optimales. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'effectivement, alors bon, déjà, c'est essentiel d'avoir un équilibre Mhm. pour avoir effectivement une santé optimale. Et qu'en excès, effectivement, ça peut entraîner plusieurs choses. D'abord, c'est inflammatoire. Ça peut entraîner en termes de symptômes une prise de poids, des variations ou des troubles au niveau du cycle. Et quand on dit troubles au niveau du cycle, effectivement, ça va être par exemple des douleurs menstruelles, par exemple. Ça va jouer effectivement sur des maladies. Attention, parce que je mets maladie avec des guillemets, parce que typiquement, je vais parler du SOPK qui n'est pas une maladie. Mais on a un risque accru de certaines conditions, on va dire conditions hormonales, type Mhm. SOPK, endométriose, effectivement, tu le disais, fibrome, ce qu'on appelle aussi les cancers hormonodépendants. Donc il y a effectivement aussi de conditions sérieuses qui peuvent être associées à ça. Dans les symptômes un peu plus classiques qu'on observe quand on a une dominance en oestrogène, ça va vraiment toucher le cycle, l'humeur, la digestion, la peau et la composition corporelle. En gros, c'est un peu ça les grandes catégories. SPM intense, irritabilité, saute d'humeur, anxiété, etc. avant les règles. Règles abondantes et ou longues, okay, avec des caillots aussi parfois. Douleurs menstruelles importantes, crampes utérines très très fortes, douleurs en bas du dos, etc. Sensibilité de la poitrine, sein gonflé, douloureux avant les règles.
Le spotting aussi, si on a du spotting en dehors des règles, qui sont pas du coup des menstruations, mais juste perte voilà, de sang un peu foncé comme ça. Dans les symptômes un peu énergétiques ou métaboliques, on va avoir fatigue chronique, surtout dans cette fameuse phase-là avant les règles, difficulté à perdre du poids, prise surtout de poids en bas du corps, tout ce qui est cuisses, fesses, hanches, assez marqué effectivement. Rétention d'eau aussi. Beaucoup de femmes qui, du coup, souffrent de ça, surtout avant les règles, avec Mhm. le visage qui gonfle, doigts qui gonflent, les jambes lourdes, etc. Tout ce qui est irritabilité, hypersensibilité émotionnelle, les migraines aussi. Ça revient souvent migraines avant les règles ou pendant l'ovulation, qui vont être aussi associées à ce déséquilibre-là. Brouillard mental, tu vois, espèce de brain fog, du mal à se concentrer, ou alors une espèce de mémoire on a l'impression qu'on n'arrive plus à retenir quoi que ce soit. Les ballonnements, on parlait de symptômes digestifs, tout ce qui va être ballonnement, digestion lente, mais au contraire constipation, transit un peu irrégulier. Du coup, ça affecte en fait l'élimination des oestrogènes. Hein, on veut surtout pas de constipation. Tout ce qui va être acné hormonal aussi, chute un peu diffuse comme ça des cheveux, une peau un peu grasse. Bref, il y a beaucoup effectivement de symptômes qui peuvent être associés Ouais, à ça. Et bon, c'est pas dans les symptômes que j'ai cités, il y a aussi d'autres causes qui peuvent créer les mêmes ouais. symptômes, mais ça, c'est les symptômes qu'on peut un peu reconnaître euh, autour de cette question de la dominance en oestrogène. Je sais pas si tu veux que j'aborde les potentielles raisons, même si j'en ai un peu évoqué certaines. Ben, en fait, je vais te dire qu'est-ce que j'ai compris, là, puis tu me diras qu'est-ce que j'ai bien Ouais. compris puis qu'est-ce que j'ai mal compris. Fait qu'il y en a que quand ils vont faire leur examen, qu'ils vont faire que ce soit la prise de sang ou autre, que le niveau d'estrogène que leur corps produit est en fait suffisant. C'est pas qu'il y en a trop, c'est pas qu'il y en a trop, c'est le fait que ça s'élimine pas pour une raison ou une autre, que ça soit à cause que ton système digestif est plus lent, que ton foie détoxifie pas Mhm. bien tes hormones, ton estrogène. Euh, mais oui, je serais curieuse de savoir c'est quoi qu'est-ce qui peut mettre. Ben là, j'imagine en fait, on en a parlé au début. Si tu manges moins bien, Ouais. si tu as beaucoup d'éléments transformés, si tu es tout Ouais. le temps stressé, si tu utilises des Ouais. produits qui perturbent Ouais. tout ça, ça contribue justement à cette Exactement. dominance-là. Ouais, Fait en exactement. fait, je serais aussi curieuse, ça va peut-être aller jouer ensemble les causes et la solution, mais je pense que tu viens Ouais. de décrire vraiment un gros paquet de personnes, moi inclus. J'imagine qu'il y a des stades à ça, là, des phases, Ouais. mais je veux vraiment que ce soit focusé pour qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Maintenant Ouais. qu'on a Ouais. cette information-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce Ouais. que il y a une solution, right? Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, la cause, alors c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que oui, on peut avoir, en fait, en termes de cause, on peut avoir une mauvaise digestion. Effectivement, certaines personnes, ça va être du coup une production d'oestrogène qui est normale, mais on n'arrive pas à les éliminer correctement. Mais il y a aussi, effectivement, le plus souvent, c'est effectivement un décalage ou un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Ok. Hmm. Donc ça, c'est important, effectivement, de le signifier. Alors, le pourquoi, il y a effectivement, alors, le stress chronique, conversion de la progestérone en cortisol, plus ou moins, je schématise. Mais le stress chronique va impacter effectivement la quantité d'œstrogène. La surcharge en androgène aussi si on a trop d'androgène, peut avoir effectivement cet effet-là. L'exposition aux œstrogènes environnementaux. Donc effectivement, ce qu'on appelle les xénoœstrogènes qui vont être présents dans les pesticides, dans les hormones aussi, dans l'alimentation industrielle, par exemple, si on mange des viandes qui sont traitées aux hormones ou qui produisent du lait qui est du coup issu de viandes traitées aux hormones. On va avoir aussi tout ce qui est plastique alimentaire, qui ont des BPA, des phtalates, des parabènes qui du coup impactent ça. Les cosmétiques, les produits ménagers, bref, effectivement les perturbateurs endocriniens qui vont Mhm. imiter les oestrogènes dans le corps et du coup qui Hmm. posent problème. On va du coup avoir effectivement la mauvaise élimination des oestrogènes par le foie, comme tu disais. Donc ça peut être lié à une surcharge du foie, si on boit beaucoup d'alcool, si on boit beaucoup de café, si on mange beaucoup de sucre, etc. Des déficits aussi en nutriments qui sont clés à la détoxification. Donc là aussi, hein, toujours ça se rejoint. Si on a une mauvaise alimentation, ces éléments-là vont Ouais. être combinés. Mais typiquement, effectivement, si on manque de B6, de zinc, de magnésium, etc., on va potentiellement avoir une détoxification qui n'est pas optimale. La prise de pilule aussi, qui va impacter ça.
notamment parce que ça peut modifier ce qu'on appelle la méthylation des oestrogènes, mais ça peut être une des causes. Et les problèmes digestifs, comme tu le disais, donc effectivement une constipation chronique, où du coup les oestrogènes ils vont être recyclés dans le corps. Quand on pense à cette image, c'est un peu dégoûtant, mais c'est vraiment ça, au lieu d'être éliminé. Les dysbioses intestinales aussi, on sait qu'un excès, pardon, de bactéries, certains types de bactéries vont réactiver les oestrogènes. Donc il y a effectivement plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'on fait pour ça du coup? La bonne nouvelle, c'est qu'en adaptant son mode de vie, on peut améliorer justement cet équilibre-là. Alors évidemment, c'est sous couvert qu'il n'y ait pas de déséquilibre profond, de conditions ou de maladies présentes derrière qui pourraient forcément du coup, et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un premier diagnostic, qui pourrait impacter ce que je vais dire, parce qu'effectivement, si on a des conditions spécifiques ou des maladies spécifiques, on va avoir une approche spécifique pour ces conditions-là. Mais de manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire, qui est aussi du coup valable dans le cadre de ces conditions? Soutenir le foie. Okay, donc ça, c'est hyper important. On a parlé beaucoup du foie. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire qu'il faut qu'on le soutienne pour que la détoxification se fasse correctement. Comment on peut soutenir le foie de manière assez simple? D'abord, on peut ajouter des aliments qui lui font du bien. Des aliments typiquement comme les crucifères, tout ce qui est brocoli, chou, les aliments aussi comme le radis noir, la roquette, qui vont aider le foie, pour faire très simple, à transformer les oestrogènes. Tout ce qui va être aliments qui stimulent la détoxification hépatique, curcuma, romarin, artichaut, pissenlit, qui vont du coup aider à la détoxification. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, j'ai un guide gratuit sur le sujet, vous pouvez aller regarder, il y a vraiment pas mal d'informations dedans. Évitez évidemment l'alcool, de manière générale, évitez l'alcool, évitez le sucre raffiné. Et puis améliorer la digestion. Alors être sûr qu'on n'ait pas de constipation, parce que souvent effectivement quand on a une dominance en oestrogène, on a une tendance à la constipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger plus de fibres pour éviter la constipation. On y va toujours progressivement, surtout si on a du mal justement avec les fibres. Mais on va acheter des graines de lin, des légumes bien sûr, du psyllium par exemple, pour aider à la consommation de fibres et en ajouter un petit peu. On va prendre soin de son microbiote, probiotiques, pas que les probiotiques d'ailleurs, on parle souvent, voilà, manger des aliments fermentés, prendre des probiotiques, c'est vrai, mais on veut aussi des prébiotiques et on veut aussi faire très attention à manger varié, en fait. Souvent, tu sais, je sais pas si tu connais, en France, on va rabâcher manger 5 fruits et légumes par jour. Et ce que je dis à mes clientes, c'est mange 5 couleurs de fruits et légumes par jour. C'est pas le nombre de légumes, bon, évidemment, il faut en manger, mais c'est surtout la variété. Je parle aussi beaucoup de manger des variétés différentes, jusqu'à 10 variétés par jour. Quand je dis ça, j'ai souvent mes clientes qui écarquillent les yeux. Ça devrait pas être difficile, ça. Et c'est ça, c'est vraiment symptomatique de notre société actuelle, c'est-à-dire que on mange pas assez de variétés de légumes. Quand on mange un légume, quand on a de la chance, entre guillemets, de manger assez de légumes dans ses repas, ça va être les mêmes 3 légumes, toujours les mêmes. Et puis, forcément, il y a les saisons. Mais même avec les saisons, il y a suffisamment de variétés. Donc, vraiment, varier le plus possible parce que ça nourrit la flore intestinale. S'il n'y a pas de variété, il n'y a pas de variété des bactéries. Et s'il n'y a pas de variété des bactéries, il y a forcément une croissance des mauvaises bactéries qui va facilement s'opérer. Donc, ça, c'est important. Évidemment, limiter tout ce qui est intolérance, tout ce qui va favoriser l'inflammation. On parle souvent du gluten, des produits laitiers. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais si on est un petit peu intolérant, on va éviter parce qu'à chaque fois, on va réaugmenter le risque d'inflammation. Donc, faire attention à ses propres petites intolérances. Réduire les xénoestrogènes. Donc, vraiment réduire, on n'utilise pas de plastique, en fait. On ne boit pas dans des bouteilles en plastique. On n'achète pas de bouteilles en plastique. On utilise des contenants en verre. On réchauffe pas nos aliments dans du plastique, ça c'est hors de question, le pire du pire. On va privilégier des cosmétiques bio, naturels. C'est pareil pour les produits de la maison. On va pas laver avec des produits qui sont toxiques. On prend des produits bio et naturels, vinaigre de cidre, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, bref, ce qu'on veut utiliser. On va éviter les viandes et les produits laitiers industriels. Je préfère que mes clientes mangent moins de viande et de produits issus des animaux plutôt qu'en mange des mauvaises qualités. Et on sait que les prix ont augmenté, donc on fait attention à ça. On mange du bio, c'est non négociable pour éviter effectivement ces fameux pesticides et les hormones dans les viandes qu'on consomme et leurs produits. Et puis après, en fonction des besoins spécifiques, on peut intervenir sur l'augmentation de la progestérone, parce que c'est souvent associé. Mais dans les habitudes, on va dire, qui sont hyper importantes, ça va être la gestion du stress, que ce soit via la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, intégrer des plantes adaptogènes,
En tout cas, on va vraiment mettre l'accent sur la gestion du stress. Ça, c'est hyper important. Absolument. Puis, en fait, ça m'amène tellement à où que je voulais terminer la conversation. Fait que c'est vraiment super parfait. Parce que je pense que quand on est dans ce domaine-là, quand que tu as vécu tes propres problèmes de santé, puis que ça t'amène à découvrir justement toutes ces choses-là à propos des tous les facteurs qu'on vient de parler, c'est un peu overwhelming, right? Puis quelqu'un Ouais, qui a jamais entendu parler de ça, oh my gosh, là, qu'il faut que je ouais. revire ma vie à l'envers, j'aimerais prendre un moment pour juste acknowledger que le minimum est mieux que rien du tout, right? Mhm. C'est pas que du jour au lendemain, tu es obligé de virer ta vie à l'envers Mhm. euh, selon tes moyens, tout ça. C'est vraiment de prendre une petite étape à la fois, puis que si j'avais à donner un conseil de ma propre expérience, juste le fait de prendre soin de qu'est-ce que tu manges, que ça soit bio ou pas, c'est déjà un énorme changement. Puis de contrôler qu'est-ce que tu es capable de contrôler dans la phase de vie où que tu es présentement. Parce que Mhm. si tu te causes plus de stress en essayant de faire ci, ça, puis de vivre à la lettre, tu t'aideras pas plus au final. Puis j'aimerais poser un peu une dernière question à ce sujet-là avant de passer à mes dernières petites Ouais. questions plus génériques du podcast. Euh, pour la personne qui écoute, qui justement, il se trouve un peu dans le bas du trou, right? Que ça fait des semaines, Mhm. des mois, des années qui gèrent ces gros problèmes-là, puis qui n'ont pas trouvé les bonnes personnes, ils n'ont pas trouvé les ressources, ils n'ont pas trouvé le support. Puis de Ouais. l'idée d'être obligé de faire tous ces changements-là, ou même de commencer avec juste un, c'est vraiment Mhm. intimidant. Ça leur fait Ouais. peur. Puis surtout quand on parle d'alimentation, je veux pas mettre de côté le fait qu'il y a des gens avec un historique de troubles alimentaires, Mhm. qu'il y a un côté très vrai et très émotionnel autour de Mhm. la nourriture, de l'alimentation. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette fille-là qui écoute, cette femme-là qui écoute, qui se retrouve un peu dans un entre-deux ou qui veut se sentir mieux, qui veut voir des changements, que ça soit émotionnel, physique, santé mentale, mais qui savent pas comment naviguer tout ça en même temps, quand pour beaucoup de personnes, le côté alimentation, c'est très sensible Mhm. à aborder. Ouais, je pense que l'étape numéro un, surtout si on est concerné par quelqu'un qui a justement des soucis à régler d'un point de vue alimentation, euh, la grande catégorie des troubles comportement alimentaire, c'est de se faire aider. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Et quand je dis se faire aider, c'est se faire aider d'un point de vue psychologique Mhm. par une personne qui est spécialisée sur le sujet. C'est d'ailleurs très souvent dans mes suivis, j'ai pu suivre justement des personnes atteintes de TCA pendant des années et travailler avec ces personnes-là, c'est quelque chose que je fais plus. Et justement, dans mes suivis, je demande obligatoirement qu'il y ait quand les personnes me contactent et qu'elles ont un TCA, on ne prend pas les choses à l'envers. On va pas commencer, je vais pas commencer à leur dire, écoute, tu vas ajouter ça, tel aliment et retirer tel aliment, alors qu'on n'a même pas une base saine au niveau de l'alimentation. C'est primordial de régler ça. C'est la base de tout. On n'arrivera pas à avancer sur le reste sinon. Et on peut justement déclencher plus de problèmes. Donc, je pense que le point numéro un, c'est de reconnaître et valider ce que cette personne ressent. Ça peut être très anxiogène, comme tu le disais, overwhelming, on se sent très rapidement submergé et on ne sait pas trop quoi faire. La première chose, effectivement, c'est reconnaître, valider ce que l'on ressent. C'est normal de se sentir perdu, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'être parfaite pour aller mieux. Ça, c'est hyper important. Chaque petit pas compte et on n'a pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Mais oui, effectivement, je pense on ne peut pas rester seul face à ça. Donc, il faut se faire accompagner, que ce soit en trouvant des groupes de parole, que ce soit en trouvant un psychologue qui peuvent nous accompagner sur le sujet, mais tout simplement en parler. C'est souvent des sujets qui sont très, très difficiles à aborder, justement. Donc, en parler, avoir ce premier pas, cette première étape de soin, entre guillemets, c'est très, très important pour commencer justement à passer à l'action. Après, si on n'est pas dans cet état-là, c'est-à-dire on n'est pas poussé, c'est pas effectivement, on n'est pas dans les troubles du comportement actif, pardon, mais qu'on sait juste pas où commencer, en fait, on ne sait pas quoi faire, on va plutôt bien par rapport à tout ça. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place? Je pense que la première chose à mettre en place, c'est écrire ses symptômes. Quand on a l'impression de rien contrôler et qu'on se sent complètement dépassé, il faut commencer par avoir une espèce de forme d'élan, entre guillemets, et être capable de célébrer les petites victoires.
si c'est pas écrit quelque part, si c'est pas posé, ça n'avancera pas. Ça reste, et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Écrire de la même manière qu'on n'arrive pas à s'endormir et qu'on a des millions de trucs qui nous passent par la tête avant de dormir. Si c'est écrit quelque part, on voit la différence instantanément. C'est safe, c'est posé. J'ai plus besoin d'y penser. Je sais que c'est là et je peux y revenir quand je veux. Et ça, c'est la même chose. Je pense que c'est important de commencer par ça. On écrit ses symptômes. Commencer par avoir de la clarté autour de justement cette espèce de confusion mentale et y voir beaucoup plus clairement, voir qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des questions qu'on peut se poser. On peut se poser en fait dans un carnet et noter ça, et des questions de type qu'est-ce qui est le plus dur en ce moment? Qu'est-ce qui s'est aggravé? Qu'est-ce qui fait que je me sens pire ou que je me sens mieux? Ça, je pense que c'est hyper important de commencer avec une liste et ensuite de choisir un seul élément, un seul changement. Si on essaie de tout changer d'un seul coup, on va abandonner, on va être dépassé, on va perdre notre confiance en soi parce qu'on n'y arrive pas et on est encore en échec. Donc, choisir un seul élément, par exemple, j'en sais rien, moi, si j'ai noté que la plupart de mes symptômes empirent quand je suis sédentaire, peut-être que je vais juste commencer par faire 10 minutes de marche tous les jours. Et c'est tout. Ce sera la seule chose. Et je vais continuer à noter, continuer à observer. Et quand je me sens à l'aise avec ça, que c'est devenu une habitude, et que j'ai aucun problème à l'appliquer, bah, je vais choisir un autre point. Peut-être ça va être, bon, bah là, je retire les sucres ajoutés, par exemple. Alors, je continue à manger des éléments avec du miel, par exemple, j'en sais rien, mais je retire les sucres transformés. Ça peut être des choses comme ça. Vraiment y aller étape par étape. Je pense que c'est vraiment une bonne manière. Et puis, gérer, en fait, l'aspect émotionnel. Vous n'avez pas besoin, alors c'est très important et très efficace de se faire suivre par quelqu'un de qualifié. On n'a pas besoin d'un psy pour être capable d'analyser ce qui se passe d'un point de vue émotionnel. Et là aussi, écrire, justement, ça aide à sortir de la culpabilité. Écrire, ne serait-ce que des choses voilà, classiques de je vais pas bien et qu'est-ce qui va pas bien, pour en fait vraiment comprendre que c'est pas de la faute de la personne, il n'y a pas de chrono. J'ai pas raté ma chance parce que j'ai pas mis en place ce qu'il fallait quand tel influenceur me l'a dit il y a 6 mois. Et voilà, il y a pas besoin de suivre une espèce de deadline qui est pas la nôtre. Et même un tout petit effort peut casser en fait ce cycle, espèce de cycle toxique où on se dit je vais pas bien, mais j'ai pas d'énergie pour changer. Et c'est vraiment hyper important justement dans la santé hormonale parce que la culpabilité elle est là. Souvent on a une fatigue qui est due effectivement à des déséquilibres hormonaux qui est énorme, qui nous terrasse. Derrière, on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place, mais on est fatigué de toute façon, donc on n'y arrive pas. On se sent du coup encore moins bien parce qu'on n'a pas mis en place les choses. On va encore plus mal parce qu'on ne met pas en place les choses. C'est une espèce de cercle toxique, vraiment classique qu'on observe très souvent. Donc, faut casser ce cycle, vraiment le casser et changer cette narration intérieure, tout simplement. Voilà, je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive, je vais essayer une chose à la fois, je vais trouver une personne ressource, que ça soit une amie, un coach, un groupe en ligne encore une fois, un psy, un praticien comme moi. Je vais écouter des témoignages. Ça, c'est aussi un truc où on me dit, c'est pour ça que j'essaie de partager un peu plus souvent, mais on me dit souvent, ah, mais c'est ce qui m'a donné le déclic, tu t'as partagé ce témoignage, et quand j'ai lu les vrais mots d'une vraie personne similaire à moi, ça a tout de suite résonné, parce que voilà, je suis plus seule, je comprends, il y a d'autres gens dans ce cas-là, et je pense que c'est vraiment les premières étapes à mettre en place. Quand une femme est déjà à bout, lui donner une liste de 15 trucs à faire, ça va pas marcher. Non, puis je te remercie vraiment d'avoir partagé ce mot-là. J'espère que ça va avoir donné la confiance puis de la petite espoir aux gens qui écoutent, qui se retrouvent peut-être dans cette place-là, parce que je sais, par l'avoir vécu et je me retrouve encore souvent dans cette phase-là, c'est pas facile, puis qu'il y a une lumière, puis il y a des gens qui vont être capables de t'aider, puis tu vas être capable de t'aider plus que tu penses aussi. Mhm. J'aimerais terminer avec quelques questions plus standards au podcast. Naturellement, comme tu as pu pouvoir probablement le dédier, la santé mentale, la santé holistique, c'est vraiment important pour moi. C'est un des gros thèmes du podcast. Puis, Mhm. à cause que ça varie pour tout le monde, je suis toujours curieuse de poser la question, comment tu prends soin de ta santé mentale dans ton quotidien? Ah, j'adore cette question. Spécifiquement de la santé mentale, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas, qui sont tabous. Euh, Et d'ailleurs, je vois une grosse différence entre, et tu me diras si tu trouves la même chose, mais une grosse différence dans la mentalité nord-américaine et française, justement. Mhm. En France,
Bon, à moins que ça ait changé depuis que je suis partie, hein, mais on parle C'est pas ça. d'aller voir un psy. C'est pas quelque chose qui est assez courant, alors qu'ici, littéralement, tu peux aller prendre un café et avoir la personne qui te fait ton café te dire ah, désolé, je suis en train de penser à autre chose, je suis en train de préparer ma séance de psy pour demain. Tu vois, ça, c'est vraiment une différence culturelle. Mais dans mon cas, les choses que je mets en place pour prendre soin de ma santé mentale, là, moi aussi, du coup, j'ai vraiment une approche holistique. Je pense que c'est indissociable enfin, on peut pas dissocier la santé Mhm. mentale de la santé physique, de la santé hormonale. On parle beaucoup, voilà, nutrition, entraînement, cycle menstruel, mais si la tête, elle suit pas, le corps va pas suivre non plus. Donc c'est, à mon sens, voilà, quelque chose qui est complètement imbriqué dans ma vie de manière générale. J'essaye d'avoir en fait un équilibre, je dirais, entre prendre du temps pour, voilà, comme on disait, la partie sur la nutrition, la partie sur le sport, prendre soin de mon corps, de la manière de prendre soin de mon mental, tout simplement. Mhm. Pour ça, au quotidien, je pense qu'il y a deux grandes thématiques, ce que je fais au quotidien tous les jours et ce que je fais de manière un peu plus proactive. Pour moi, la thérapie, c'est hyper important. Mhm. C'est pas quelque chose que je fais justement au quotidien ou que je fais toute l'année, mais quand j'en ai besoin, quand je sens que voilà, il faut y aller, il faut reprendre. C'est quelque chose que je fais, sur lequel j'investis. C'est très important pour moi. Euh, et d'autant plus, je trouve, quand on est formé, parce que là aussi, tu as une tendance à t'auto-analyser, t'auto-critiquer. Il y a besoin de quelqu'un pour faire ça. C'est voilà, Ouais. hyper important. Après, dans ce que je fais vraiment quotidiennement, je pense que prendre soin et prendre le temps de prendre soin de mon corps, c'est très important Mhm. pour moi, pour ma santé mentale. Si, voilà, quand je peux pas aller m'entraîner, ce qui est très rare, on voit tout de suite les effets. D'un point de vue émotionnel, donc le physique et le mental pour moi sont très connectés Mhm. en ce sens. Donc m'entraîner, ça aussi, ça fait du bien à mon corps, mais ça a aussi un énorme impact sur ma santé mentale. Prendre, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué quand on est entrepreneur, en tout cas c'est très compliqué pour moi, mais prendre le recul sur le besoin de repos. Ça c'est quelque Mhm. chose sur lequel je travaille activement et j'ai eu beaucoup de mal, surtout l'année dernière, à gérer. C'est parce qu'effectivement quand tu es ton propre boss, tu culpabilises quand tu travailles pas. Mhm. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué parce que forcément, ça impacte la santé mentale et le stress de manière générale. Ouais. Donc, c'est vraiment de travailler à prendre du recul, à savoir que la Terre continue de tourner si je ne travaille pas et que ça va pas malheureusement être ce que je retiendrai quand j'arriverai au bout de ma vie. Ce que je Mhm. retiendrai, c'est ce que j'ai gâché mon temps, entre guillemets, à stresser ou est-ce que j'ai profité de la vie. Donc ça, c'est un gros impact pour moi. Et j'essaye de faire, voilà, d'être très, très active sur ce sujet-là. Ça peut s'exprimer de différentes manières chez moi. Ça peut être me forcer à lire, par exemple, le soir, pour être complètement déconnectée. Je me force à avoir 1 heure, parfois même 2 heures, ce qui pour moi est énorme, sans en fait réfléchir. Donc en étant Mhm. occupée, ça peut être aller au yoga, quelque chose que je vais reprendre d'ailleurs dans la semaine. Un nouveau Mhm. studio de yoga, ça peut être à partir avec mon chien me promener, on va faire des balades en nature. Bref, il y a vraiment des moyens, à mon sens, qui sont divers et variés tant qu'on n'est pas sur le téléphone, tant qu'on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on est censé faire demain ou dans 1 heure, Ouais. ça fonctionne. Mais voilà, c'est vraiment prendre du temps pour moi et réussir à déconnecter. C'est quelque chose qui est un vrai challenge dans mon cas. Ah, je comprends, moi aussi. Je pense que t'as pas besoin d'être ton propre boss pour ressentir ça. Puis merci pour ta vulnérabilité. C'est toujours le fun d'avoir des gens qui sont prêts à être dedans avec toi. Je sais que pour les gens qui écoutent et même pour moi, c'est vraiment le fun de pouvoir connecter de cette façon-là. Puis ça m'amène à ma dernière question. Le podcast s'appelle What Moves You. Je l'ai nommé What Moves You parce que durant mes années que je vis encore, que les problèmes de santé étaient un peu down in the dumps, you know. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, puis on lose sight des fois de notre vision, de notre mission, pourquoi qu'on est là, Mhm. sur quoi qu'on travaille, c'est quoi qui nous amène du bonheur, c'est quoi qui nous allume. Puis durant ces moments-là, j'essaie toujours de revenir en fait à cette question-là, à c'est quoi qui me move, que ce soit les petites choses ou les grosses choses. Euh,
Puis j'aimerais savoir, si je te pose la question, c'est quoi qui te move, que Mhm. ce soit les petites choses ou les grosses choses, c'est quoi qui te vient en tête? Ah, j'adore que tu abordes ce sujet parce que c'est vraiment un des premiers trucs euh, auxquels j'ai pensé quand t'as reach out. Je me suis dit, waouh, le nom de ce podcast me parle énormément. Autant, je pense qu'il y a des podcasts qui sont géniaux, mais les titres sont... Autant quand on connecte avec le titre, justement, ça donne tout de suite cette petite accroche. Et c'est vraiment très probablement pour ça que j'ai connecté avec ce titre-là d'ailleurs, parce que ça, ouais, ça me parle. C'est une super question, ce qui me fait avancer dans la vie, ce qui me motive profondément. Je pense que il y a énormément, dans mon cas, de besoins, limite viscérales, de partage. Mhm. Que ce soit par l'éducation de manière générale, partager des informations. Mais même plus que ça, je sais pas, c'est un truc aussi que je fais moins maintenant, mais j'ai un avis sur beaucoup de choses. Alors, pas sur tout. Je prétends pas avoir un avis sur tout, mais sur beaucoup de choses qui m'intéressent, en fait. Et Ouais. ça, c'est un truc qui m'a toujours animée, c'est que quand il y a un truc qui m'intéresse, j'aime beaucoup le partager. Euh, donc ça, l'éducation, le fait de d'avoir, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format podcast aussi, le fait de partager des informations, des connaissances, la quête de vérité autour du... Alors, la quête de vérité, c'est un peu dramatique, mais la curiosité autour du corps Ouais. féminin et voilà, cette envie, en fait, d'aider à comprendre des choses qu'on nous a jamais appris, mais aussi de rendre le monde un peu plus juste. Alors, quand je pense ce genre de choses, j'ai pas du tout envie tu sais, de paraître euh, l'opposé de humble. Euh, Non, pas du tout. c'est vraiment pas l'objectif quand je dis ça, mais j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, entre guillemets, d'apporter ma Mhm. pierre à l'édifice. Après, dans les choses qui me move, qui sont peut-être plus petites, mais moi, dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui me font avancer. Parmi celles qui me font avancer, je pense dans les plus basiques, mais qui sont aussi parmi les plus importantes. Au-delà de cette éducation de transmission, j'ai beaucoup de mal avec l'injustice de manière générale. Mhm. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours aidé à move forward. C'est Mhm. l'injustice. Alors, l'injustice autour du sujet féminin, c'est un vrai point. Il n'y a pas que ça. Mais c'est souvent quelque chose qui va m'animer, en fait, qui va animer mes discussions et mes conversations. J'ai vraiment énormément de mal avec ça, de manière générale. Et puis, dans ma vie, ma petite vie à moi, ce qui me plaît, ce qui me donne envie de me lever et de faire des choses à part voilà, ma mission et les choses que j'ai pu citer, c'est être en nature et être en forme pendant longtemps. Mhm. Développé une passion que je continue et que je pousse qui s'appelle la longévité. Ouais. Euh, mais je pars pas avec un bon pool génétique, on va dire, et j'adore cette idée de, de entre guillemets, faire avec ce qu'on a, mais de faire au mieux. Je suis passionnée de randonnée, je suis passionnée de grands espaces, de voyages, et c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Je pense que voilà, s'il y a une des grosses raisons pour lesquelles je fais du sport et que j'ai envie d'être en bonne santé physique, c'est pour pouvoir faire des randonnées pendant longtemps, le plus possible, Ouais. et puis voyager, travailler pour voyager aussi, parce que c'est important. Je pense qu'on beaucoup trop de gens travaillent pour vivre plutôt que, pardon, vivent pour travailler plutôt que Mhm. l'inverse. Et ça n'a jamais été ma philosophie. Euh, je préfère avoir moins entre guillemets, de caution, Mhm. d'avoir moins de garanties plus tard, mais d'avoir profité, en fait, tout simplement, parce que la vie est très, très courte. Absolument. Wow, j'essaierai pas de continuer avec ça. Je pense que je vais terminer ça là. Écoute, Anaïs, merci. Comme tu as probablement pu voir, j'aurais pu parler de ça pendant des heures et des heures. J'essaie de pas trop rentrer dans les techniques parce que je sais que tout le monde est à des places différentes avec leur knowledge sur ça, mais j'apprécie tellement la couleur, la nuance, la vulnérabilité que tu as amené à la conversation. J'espère au moins que les gens à la maison qui ont écouté ont pu apprendre quelque chose, puis de repartir avec un peu plus de confiance, puis de empowerment, qui sont capables de prendre soin et de bien connaître son corps, malgré peu importe ils sont où en ce moment. Ça, c'en est une de mes grosses missions, de prouver aux gens qu'ils sont capables, puis que
Bref, merci beaucoup, j'apprécie. Puis pour ceux qui Merci. écoutent à la maison, Alain a nommé tellement de ressources gratuites que vous pouvez aller voir sur son profil. Je vais tout mettre dans les show notes naturellement. Mais si en écoutant ou après vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire ou m'écrire moi directement. On va être sûr que le plus possible, toutes les questions sont répondues. Puis sur ça, je vous souhaite une très belle journée, puis on va se voir lundi prochain. Bye tout le monde! Hey, merci beaucoup! Merci.